Dans le chapitre relatif à l'aisance aquatique, nous avons vu que la motricité pouvait être analysée à partir de différentes théories et que la motricité aquatique, notamment chez les enfants de 4 à 6 ans, pouvait également être analysée à travers différents points de vue et différents cadres. L'enjeu du chapitre qui est ici est de vous initier à l'analyse de la motricité lorsque vous enseignez le savoir nager. Dans ce chapitre, nous considérons que les enfants qui apprennent à nager sont familiarisés à l'eau. C'est-à-dire qu'ils ont fait de l'eau un milieu familier, un milieu dans lequel ils se sentent bien, en confiance, et dont les réactions de l'eau par rapport à leurs actions sont connues. Ici, on voit un enfant qui saute, qui s'organise corporellement pour aller toucher le fond, remonte passivement, se laisse flotter et regagne la surface. Cela manifeste qu'il s'abandonne totalement aux propriétés biomécaniques du milieu et qu'il est prêt à apprendre des techniques de déplacement, des techniques de surplace, d'immersion, d'entrée et de sortie d'eau. Et ce chapitre va nous amener à identifier les axes de progrès prioritaires par rapport à différents types de comportements. Pour donner une signification au comportement observé, les pédagogues utilisent des cadres d'analyse plus ou moins explicites pour les aider à comprendre l'organisation de la motricité et ou pour les aider à identifier des axes de progrès prioritaires. Deux types de cadres peuvent être mobilisés. Des cadres analytiques dans lesquels le comportement est décomposé en sous-actions ou dimensions. Et des cadres plus globaux, plus holistiques, qui appréhendent le savoir nager comme un répertoire de compétences à maîtriser. Je vous propose de mobiliser ces deux types de cadres dans cette capsule vidéo. Lorsque l'on observe la motricité dans son ensemble d'un nageur, d'une nageuse qui est en train d'apprendre à nager, eh bien on peut considérer que le comportement observé est multidimensionnel. C'est-à-dire que nager, c'est réaliser simultanément plusieurs actions, comme dans la plupart des comportements, et on peut utiliser des cadres qui consistent à analyser chaque dimension les unes après les autres. Nager, c'est respirer, c'est s'équilibrer, c'est se propulser, c'est s'informer. Parfois, lorsque l'on nage, on fait un surplace, c'est se sustenter, et c'est gérer également des émotions, des intentions, des allures. Et en général, on retrouve ces grandes dimensions dans la plupart des propositions de cadres d'analyse. Bien entendu, la plus connue est celle qui a été proposée par Raymond Cateau, le fameux IREP, c'est-à-dire un cadre d'analyse qui vraiment considère que le comportement peut s'analyser à travers 4 grands verbes d'action qui sont s'informer, respirer, s'équilibrer, se propulser. Vous avez d'autres cadres qui ont été proposés, qui ont essayé de compléter, d'affiner le cadre initial, celui proposé par Gilles Van Lerberg, le fameux pirogue, où on retrouve ici cette gestion en plus, et un cadre qui s'appelle le GRIP, qui est proposé par Marina Blanchard, qui rajoute une dimension, celle de l'intention des élèves, essayer de faire des hypothèses sur les intentions qui les guident et qui peuvent évidemment influencer l'ensemble des autres dimensions. En utilisant cette approche multidimensionnelle en termes d'action, pour lire la motricité de cette jeune nageuse qui est en train de se déplacer lors d'un 25 mètres en crawl, et si l'on prend dimension par dimension, on pourrait dire que du point de vue de sa manière de respirer, elle a ce qu'on appelle une respiration essentiellement aérienne, puisque l'inspiration et l'expiration se passent essentiellement en dehors de l'eau, même si elle a quelques temps d'apnée en début de parcours. Son équilibre est caractérisé par une verticalisation progressive, une utilisation faible des jambes qui ne l'aide pas à rester à plat, et un roulis de l'ensemble du corps, c'est-à-dire que le corps tourne d'un côté et de l'autre,
On peut, on peut supposer que c'est le fait que la tête n'est pas dissociée des épaules et des bras et on a la tête qui suit le mouvement des bras et qui entraîne l'ensemble du corps dans un roulis. Pour se propulser, elle utilise essentiellement les bras à fréquence très élevée. Ses bras sont orientés légèrement vers l'arrière, mais surtout vers le fond. Elle a une flexion de l'avant-bras sur le bras, ce qui fait que sa quantité de surface propulsive est faible. Et les mains sortent eh bien, avant le bassin, donc c'est-à-dire que les trajets sont courts. Elle adopte un rythme élevé en opposition. Du point de vue de sa prise d'information, on peut considérer qu'elle est capable de se passer de la vision puisqu'elle met ponctuellement la tête dans l'eau. Il semblerait que d'un point de vue proprioceptif, elle ne ressente pas la verticalité et le trajet par lequel elle pourrait passer. Il n'y a pas ici d'action sur place. Et sur la gestion, on peut considérer que sa gestion émotionnelle vis-à-vis de la tête dans l'eau ne pose pas de problème. Elle a essentiellement ici une gestion énergétique avec l'idée, on pourrait imaginer qu'elle a l'idée selon laquelle plus je vais bouger les bras vite et plus je vais pouvoir me propulser et avancer. Donc voici une manière de caractériser, de lire la motricité de cet élève. Cette analyse, d'abord dimension par dimension, peut nous conduire à une question importante pour identifier les axes de progrès qui seraient prioritaires. Y a-t-il une action, une dimension, qui pourrait, entre guillemets, débloquer les autres? Autrement dit, y a-t-il une action qui subordonne, qui entraîne des conséquences négatives sur les autres actions? Ici, on pourrait faire l'hypothèse que cette nageuse sait qu'il faut mettre la tête dans l'eau puisqu'elle s'organise de cette manière en début de parcours. Par contre, elle ne dispose pas de solution respiratoire pour maintenir plus souvent la tête dans l'eau qu'en dehors. Si elle transformait sa respiration, en expirant dans l'eau et en inspirant plus brièvement, et ceci de manière cyclique, elle parviendrait à conserver plus facilement un équilibre horizontal. Cela lui permettrait de mieux ressentir l'alignement des bras, du tronc et des jambes à l'horizontale, parce que cette position pourrait être tenue plus longtemps et plus régulièrement. À partir de cette position, elle pourrait ensuite mieux apprendre à piloter ses trajectoires de bras. Ici, le cadre d'analyse permet de proposer d'abord une interprétation de l'organisation de la motricité. Un premier temps à consacrer à une analyse analytique, point par point, dimension par dimension. Puis, dans un deuxième temps, nous les avons reliées entre elles en tentant d'identifier si une dimension subordonne les autres et devient ainsi une transformation prioritaire. D'autres cadres d'analyse, plus holistiques, consistent à analyser le niveau de savoir nager d'un individu en évaluant son répertoire moteur. En se référant ici au modèle de Stallman par exemple, on peut considérer que le répertoire du savoir nager peut se résumer en 7 habiletés motrices: entrer dans l'eau, en sortir, savoir flotter, rester sur place, savoir nager sous l'eau, savoir se déplacer sur le ventre et ou le dos, savoir changer d'équilibre et savoir respirer. Dans ce type de cadre d'analyse, on considère que savoir nager, c'est savoir combiner l'ensemble de ces habiletés dans des contextes d'évolution de plus en plus exigeants. Pour évoluer le savoir nager en utilisant ce type d'analyse, la situation d'évaluation s'organise bien souvent au travers d'un ou plusieurs parcours à difficulté croissante, proche du bord au départ, puis de plus en plus éloigné pour des raisons de sécurité. Dans chacun des parcours, l'idée est que les 7 habiletés aquatiques sont présentes, donc évaluées, avec des degrés de difficulté qui eux aussi vont croissant en fonction des parcours. Nous avons ici 2 exemples qui seront illustrés. À gauche, un parcours au bord qui pourrait être la première tentative pour s'assurer du niveau des élèves que l'on ne connaît pas. Au bord, on pourrait imaginer qu'à partir des 2 pieds posés sur le barreau de l'échelle, de sauter
droit, puis de nager sur le ventre, de faire un surplace devant les frites, de continuer à nager sur le ventre, de nager sous le tapis, puis de passer pour le dos et enfin sortir de l'eau. Et avec à tout moment ici la possibilité de se raccrocher au mur si le besoin s'en fait ressentir. On pourrait imaginer que ce parcours s'appelle la piste verte, en référence au niveau du ski, des pistes de ski. On pourrait imaginer un parcours, si les élèves réussissent ce parcours, on pourrait les confronter à un parcours qui aurait lieu peut-être à la ligne d'eau d'à côté, donc un peu plus loin, mais avec la possibilité de se raccrocher à la ligne d'eau, avec toujours un saut, mais cette fois-ci avec rotation, euh, suivi d'un surplace avec un bras hors de l'eau, nager sur le ventre, nager sous l'eau, ressortir à un endroit précis, dans un cerceau ici, puis nager sur le dos, renager sous la ligne d'eau et puis remonter par exemple sur un tapis qui bouge avec une sortie qui est un peu plus complexe. Donc dans cette vision, les parcours sont souvent utilisés pour identifier les habiletés maîtrisées, non maîtrisées avec des difficultés croissantes. On pourrait imaginer aussi de mesurer les connaissances des élèves, soit en leur demandant avant de partir les tâches qu'ils vont réussir ou sur lesquelles ils pensent échouer, ou alors on peut aussi utiliser des questionnaires adaptés aux enfants. Vous avez ici trois niveaux, les enfants doivent s'auto-évaluer, lequel de ces trois nageurs je suis quand je fais un surplace, ou des connaissances, comme ici dessiner la couleur d'un drapeau, les zones de danger. Et ces questionnaires peuvent se faire assez rapidement lors du trajet en bus, par exemple. Ces types d'analyse de la motricité aquatique eh bien, conduisent le pédagogue à mesurer les points forts et les points faibles du répertoire moteur de l'élève et de choisir en conséquence les axes de progrès prioritaires. L'objectif de ce chapitre était de vous initier à l'analyse et l'interprétation de la motricité aquatique. Nous avons vu deux types de cadres qu'il s'agit de combiner, évidemment. Des cadres analytiques qui décomposent le comportement du nageur en une série d'actions de dimensions fondamentales, ce qui permet de mieux comprendre cette organisation du nageur et d'identifier différents axes de progrès, plus ou moins prioritaires. Et aussi des cadres d'analyse plus holistiques, plus généraux, qui considèrent que le savoir nager, c'est un répertoire de compétences motrices, mais aussi psychosociales et de connaissances, comme nous l'avons vu dans d'autres capsules. Dans les prochaines capsules, nous verrons comment enseigner chacune de ces habiletés et comment développer la motricité.